Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Humanitarian TV, bienvenue à votre programme hebdomadaire d'analyse et de décryptage de l'actualité politique nationale et internationale. On écoute le sommaire qui ce soir porte la signature de Gabriel Messina Fouda. Bonsoir. Les habitants de la ville de Bamenda se sont réveillés ce dimanche 20 octobre sous une découverte tout à fait macabre. Une tête humaine mutilée, balancée en plein centre-ville par deux individus à bord d'une moto roulant à vive allure. L'infortuné s'appelait Nouana Paul Vawahat. Il officiait au commissariat de sécurité publique du 2e arrondissement de la ville de Bamenda. Un crime odieux et barbare qui intervient après celui de Florence Ayafor, elle aussi décapitée, et de Haïkom Polycap, ex-combattant séparatiste, assassiné 24 heures après sa repentance. Ne passons pas sous silence l'assaut mené par les groupes séparatistes qui, le 14 octobre dernier, s'en sont pris aux employés de la CDC. 4 responsables ont été kidnappés et 6 manœuvres ont eu les oreilles, les doigts et les narines tranchées. Depuis quelques jours, la tension est montée d'un cran dans les deux régions suite à la ferme volonté des séparatistes à relancer avec les villes mortes. Sur la toile, les activistes ambazoniens donnent des ultimatums au gouvernement. Ils appellent par ailleurs à la libération le plus tôt possible de tous les prisonniers se réclamant à la République imaginaire d'Ambazonie. Comme quoi les recommandations issues du grand dialogue national n'auront pas été de leur goût. Il s'attelle donc à maintenir un climat délétère, et ce, malgré les consultations électorales à venir. Si l'on en sait plus sur le calendrier des législatives et des municipales qui devraient se tenir le mois de février de l'année prochaine, le doute continue de planer sur l'organisation de l'élection régionale. Quoi qu'il en soit, les analystes restent sceptiques sur l'organisation d'une élection libre et transparente dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest dans le contexte actuel. Mais puisqu'impossible n'est pas camerounais, la situation pourrait se calmer d'ici là. Au pire des cas, ce sera un scrutin hautement sécurisé, mais avec quel électeur? Sur le plateau de chantier politique, ce soir, Angelbert Essomba Bengono, le député suppléant du RDPC de la Moufou et Akonor, porte la voix du parti au pouvoir. Denis Emilien Atangana sera également de la partie, paré aux couleurs de son parti le FDC. Le parti camerounais de la réconciliation nationale est représenté par Axel Ébé, tandis que la voix des faits est portée par mon confrère Pierre K., directeur des rédactions du quotidien de l'économie, par ailleurs titulaire d'un doctorat en sciences politiques. Ainsi présenté, installez-vous confortablement et bon débat en compagnie de Cédric Diongo. Merci à vous Gabriel Messina Fouda de retour sur ce plateau. Je m'en vais accueillir les différentes invités qui constitueront le panel de cette autre édition de votre émission Chantier politique. Je commence par ma droite. C'est un jeune du Parti camerounais de la réconciliation nationale. J'espère que je le dis bien. Parti camerounais pour la réconciliation. Pour la renaissance, réconciliation nationale. Réconciliation nationale. Merci. Axel Ébé, bonsoir. Et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Monsieur Djongo, bonsoir aux copanélistes. Et je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Je vous remercie pour l'invitation déjà. C'est une première. C'est ça. Avec vous, comme sujet de mise en bouche, on va parler de cette visite des avocats du barreau du Cameroun au président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, et cette photo qui a suscité l'indignation du bâtonnier Charles Tchakounté Patié. Pour lui, le barreau n'est pas un parti politique. Un commentaire? Alors, aucun. Parce que, très sincèrement, pour essayer de rester poli, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Je sais que apparemment, les avocats n'ont pas le droit de porter leur robe en dehors du prétoire. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un non-événement pour moi. Je pense que les enjeux sont beaucoup plus grands ailleurs que là. D'accord. Deuxième invité sur ce plateau, c'est un habitué, Angelbert Essomba Bengono. Il a été annoncé et il est avec nous sur ce plateau. Monsieur Bengono, bonsoir. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation ce soir. Merci de nous avoir invités. Je représente un parti politique qui a eu l'honneur
de me désigner pour venir porter la parole en son nom. Oui. Avec vous, on parle de la BEAC qui mettra en circulation très prochainement des nouvelles coupures de billets dans l'espace CEMAC. L'information est contenue dans la 7e résolution de la session ordinaire du comité ministériel de l'Union monétaire d'Afrique centrale tenue le 2 octobre dernier à Yaoundé. Concrètement, quelle est la plus-value de ces nouvelles coupures qui viendront en remplacement des anciennes? Bon, je ne sais pas, peut-être qu'on aura de nouveaux billets, des billets tout neufs, flambant neufs, je le suppose. Mais compte tenu de nos habitudes de conservation, je ne suis pas sûr que dans 6 mois, ils soient encore tout à fait neufs. En réalité, la Banque centrale doit prendre conscience enfin que nous avons besoin de beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent pour développer nos États. Beaucoup d'argent pour construire et beaucoup d'argent pour, en réalité, répondre favorablement aux nombreuses attentes des populations. Je ne suis pas sûr que l'injection des billets que vous annoncez, c'est à la hauteur de la situation. Mais c'est déjà ça. Espérons que ça va régler un certain type de problème. Peut-être que vous devriez inviter un responsable de la BEAC pour qu'elle donne plus de détails sur cette opération. D'accord. Troisième invité sur ce plateau, Denis Emilia Tangana, président du FDC. Bonsoir. Bonsoir aux companélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs de HTV. C'est un plaisir renouvelé d'être l'un de vôtres. Émeute de San Mélima avec vous après la pluie, le beau temps finalement, la paix est revenue dans cette partie du Cameroun, la région du sud, le département du Djai-Lobo en particulier. Quelles sont les leçons à tirer de ces événements qui ont eu lieu dans la région d'origine du chef de l'État? Bon, je ne pense pas qu'il faut mettre un accent particulier sur le fait que c'est la région d'origine du président de la République. Je pense qu'il est un Camerounais comme tous les Camerounais. Oui. Et de plus en plus, des éléments de fragilisation de la paix ne font que se multiplier. Nous avions cru, dans le cas du FDC, que le grand dialogue national aurait permis de gérer certaines impasses qui n'ont pas été réglées par notre pays depuis son accession à l'indépendance, sa réunification et son entrée dans le multipartisme tronqué. Donc, sauf que cela n'a pas été fait, donc du coup, chaque jour, qu'on ne soit pas surpris que dans n'importe quel arrondissement, dans n'importe quel département ou région, que les événements pareils se réveillent. D'autant plus que si le pouvoir actuel avait beaucoup œuvré dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations, favoriser l'accès de tous aux fruits de la croissance, la crise de gouvernance que nous voyons aujourd'hui, la crise de déficit des ressources, d'acquisition des ressources pour survivre ne soulèverait pas autant de problèmes. Donc c'est des questions de pauvreté, des questions de crise de leadership et de mal-gouvernance qu'il faut mettre de côté pour éviter des situations pareilles. Merci. Quatrième et dernier invité sur le plateau des chantiers politiques, Pierre K., directeur des rédactions du quotidien de l'économie. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes par ailleurs titulaire d'un doctorat PhD en sciences politiques. Et c'est un peu sous ces deux casquettes qu'on vous invite très souvent sur ce plateau. De plus en plus, je ne donnerai pas une interdiction, qu'on le précise, mais je souhaite qu'on se familiarise un peu à ce qui se fait ailleurs. Il est difficile pour moi chaque fois de me prononcer dessus. Donc, je suis bien cas. Vous savez, les auditeurs et les téléspectateurs ne sont pas dupes. Ils savent faire la distinction et ils se retrouvent. Vous savez, le champ disciplinaire qui est le mien a son langage et tout téléspectateur pourra détecter. Et la précision, je trouve que c'est pas la cerise sur le gâteau. D'accord. 3 années après l'accident ferroviaire d'Ezeka, toujours pas de stèle en hommage aux victimes. Oui, en effet. Vous savez, j'en parle en souriant parce que je rends grâce à Dieu. J'étais dans ce camp, le camp 152, et j'ai eu la chance d'être survivant aujourd'hui. Et
il était normal que la presse s'intéresse un peu à cela et nous on l'a fait. On s'est rendu compte que la stèle dont la première pierre a été posée en septembre 2018 pour un délai de 6 mois n'a pas été livrée, donc la stèle devait être livrée normalement en mars 2019. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque, c'est que l'entreprise Sikabat qui a gagné le marché, la réalisation, a commencé les travaux, ils sont à 65%, mais depuis septembre, le chantier était fermé. Le chantier était fermé parce qu'il y a des tensions de trésorerie. Il faut dire que c'est un budget de 450 millions qu'il faut injecter là-bas. Donc, l'entreprise n'a pas reçu de décompte et dans le fonctionnement normal, il faut fermer et mettre le personnel en congé technique. Donc, c'est malheureusement ça. Et je pense, depuis qu'on a fait la une là, hier dans le journal de lundi, au quotidien de l'économie, il y a eu une descente. Ce n'est pas une coïncidence, peut-être. Nous n'avons pas suscité l'agenda gouvernemental, mais le gouvernement est descendu. On a vu l'inspecteur général du ministère de la Culture qui est sur le terrain. Et pour inspecter, on ose croire que en 2020, ce triste événement sera célébré. Mais à côté de la stèle, il y a aussi l'Intercity qui a disparu carrément. Aux dernières nouvelles, vous savez, nous sommes en 2019. Ça fait 20 ans que Camra est là. Camra a commencé à présenter son bilan de 20 ans de privatisation. Ils nous ont annoncé ils nous ont dit que Intercity ne dépendait pas d'eux. Ils sont là plus pour le volet transport marchandises. Et donc le transport des usagers ordinaires, vous et moi, dépend de l'État. L'État aurait dû faire des commandes de nouvelles locomotives en juin 2019. Ça n'a pas été fait. C'est aussi la conjoncture. Et on se retrouve donc dans des conditions où Intercity, ce n'est pas prévu pour 2020 également, parce que plus on perd le temps dans... Le tramway ne s'y fera pas en 2020. Non, ce n'est pas un tramway, c'est un train un peu plus rapide que le Mbombo, train marchandise, qui va à un rythme vraiment de l'ancienne époque. Mais d'accord. On souhaite quand même que tout cela, en agressant un peu une pensée pour les victimes, des familles qui ont perdu des êtres chers. Vous savez, on n'a pas retrouvé ces temps et aussi une prière davantage pour nous qui faisons partie de la famille des survivants. Merci. On prend une toute légère transition. On se retrouve derrière pour démarrer avec les sujets à l'ordre du jour ce soir. Voilà, de retour sur ce plateau, je commence avec vous, Pierre Nka. L'on fait de plus en plus face ces derniers temps à une recrudescence des violences dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. On a pu le constater tout à l'heure dans le reportage sommaire de notre consoeur Gabrielle Messina Fouda. Quelle perception avez-vous de l'ambiance globale dans ces deux régions après la tenue du grand dialogue national du 30 septembre au 4 octobre dernier? Vous savez, mon avis, c'est que on se retrouve dans une société où on a un chef de l'État qui était allé à la tribune des Nations Unies dire que nous sommes devenus des mendiants de la paix. Oui. Mais depuis lors, dans notre propre pays, ça ne va pas. Ça ne va pas parce qu'on n'arrive pas, à mon sens, à avoir un consensus. Le consensus social a disparu et de plus en plus, ça va se jouer ainsi. C'est le message de la haine. Toutes ces communications, vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, même ces têtes coupées. J'ai froid quand je parle de ça, mais ça n'augure pas, c'est pas la sérénité, c'est pas de gaieté de cœur que depuis octobre 2016, on parle de quelque chose qui est négatif. Octobre 2016 veut rentrer dans l'histoire de tous les mois d'octobre. On a eu la chance d'avoir un grand dialogue national qui a eu lieu et qui malheureusement, pendant même qu'il se déroulait, il y avait des attaques. Je me souviens de cette gardienne de prison. Après. Donc, les cibles aujourd'hui montrent clairement le sens de ce que
la partie adverse, si je peux dire, des sécessionnistes revendiquent. Ils s'attaquent aux institutions. Tu es une gardienne de prison, tu es un policier, s'attaquer la République. Par exemple, la sédition a également été attaquée. Oui, la sédition, ce sont aussi des soldats. Vous voyez la manière. C'est à cause. Couper les mains de quelqu'un, couper ses oreilles, le libérer après, c'est plus que... Moi, je ne sais pas si je peux résister à ça. C'est pourquoi le nouveau dialogue qui doit être infusé à la fois par nous, les hommes de médias, et vous aussi, et qui avez la chance d'avoir ces tribunes où des partis, des responsables de plusieurs partis politiques viennent. Et je pense que le nouveau message doit être la recherche de la paix. Rechercher la paix dans la vérité tout de même. On ne peut pas continuer à se mentir parce que souvent on se ment et les dangers de ce mensonge-là peuvent être la conséquence de ce qu'on voit, tête coupée, déportation et etc. Merci. Lénier Milé à Tangana, pourtant, lors du grand dialogue national, on a pu constater une participation, j'allais dire presque massive de ces ex-combattants séparatistes qui avaient choisi de déposer les armes pour se rallier à une cause républicaine. Ils avaient fait leur mea culpa en public, en direct depuis le Palais des Congrès de Yaoundé. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui qu'en lieu et place, une fois le dialogue est terminé, en lieu et place, au lieu qu'on observe plutôt une convergence vers ce type d'initiative, que la situation sur le terrain tend à se dégrader davantage? Il ne faut pas qu'on se cache. Oui. Le dialogue national qui a été convoqué par le président de la République était un échec. Un échec en ce sens que lorsqu'il faut convoquer au dialogue national, il y a une méthode. Il y a des actions d'apaisement qu'on pose avant pour rassurer tous les acteurs qui méritent de participer à ce type de rencontre. Oui. Alors, comment pouvez-vous imaginer un dialogue national sans que certains préalables aient été posés? Par exemple, la question du cessez-le-feu aurait été prioritaire, aurait favorisé l'amnistie de certains acteurs qui sont au cœur même du déclenchement de cette crise. Nous savons qu'ils ont fait beaucoup d'erreurs, mais le Cameroun n'invente pas la roue. Ailleurs, il y a eu des dialogues, des méthodes de réconciliation, et lorsqu'on est conscient qu'il y a une crise, une véritable crise, on essaye de rester moins rigide. Parce que la politique, c'est pas la rigidité. Mais il y a le comité de désarmement, de réinsertion des anciens soldats séparatistes. La création de ce comité a été créée. Ce comité a été créé depuis pratiquement un an. On avait pensé que ça allait être une solution, sauf que c'est pas une solution. Alors vous parlez des séparatistes qui ont laissé les armes. Mais pourquoi est-ce qu'on se retrouve encore avec des séparatistes qui ont des armes? Donc cela signifie que cela signifie que le casting de ces acteurs de terrain n'a pas été bien fait. Cela signifie encore que les questions profondes auxquelles ce dialogue aurait pu apporter des réponses n'ont pas été posées. Par exemple, la question de la forme de l'État. Nous savons aujourd'hui que, à défaut d'accepter le débat sur la sécession, ce qui est d'ailleurs inacceptable, mais la question de la forme de l'État devait être inscrite à l'ordre du jour mais elle a été débattue. Non, elle n'a pas été débattue. Elle a été débattue dans la commission de décentralisation et développement local. Ce n'est pas une question qu'on doit débattre dans les commissions. C'est une question qu'il fallait inscrire lors des plénières, à la suite d'avoir fait un débat, un bilan sincère de l'État unitaire décentralisé. Sauf que on s'est retrouvé dans une ruse où vous avez par exemple votre épouse qui est à la maison et décide de quitter le mariage. Vous allez voir ses parents pour récupérer. Vous vous rendez compte que laver les habits pendant 2 jours, 3 jours, c'est pénible et que préparer le repas est difficile parce qu'il y a des enfants. Alors, vous décidez d'aller chercher votre femme et vous dites à votre belle famille, je ne souhaite pas aborder ce sujet ici. J'aimerais que vous veniez chez moi pour faire un dialogue familial. Mais en invitant votre belle famille, vous leur dites, vous n'allez pas évoquer tel type de sujet chez moi. Il y a un problème. Ça veut dire que vous ne voulez pas réellement régler le problème. Et c'est dans ce sillage qu'on s'est retrouvé dans le cadre de ce que je pourrais considérer aujourd'hui comme un cirque de ce dialogue national. Parce que, en se tenant aux objectifs,
il fallait régler la crise anglophone, il fallait poser des jalons du vivre ensemble qui allait nous permettre d'avoir une république meilleure. Sauf que après le dialogue national, nous avons des dérives comme celle de Saint-Molima. Il y a des bonnes raisons pour s'interroger. Après ce dialogue, la crise anglophone aujourd'hui ne fait que prendre de l'ampleur. Alors, à quoi ça a servi ce rendez-vous qui nous a coûté autant de milliards, alors que les objectifs qu'on a assignés n'ont pas été atteints? Donc, c'est une désolation. Rappelons quand même que les recommandations adoptées sont encore sur la table du chef de l'État. L'implémentation attend encore. Bon, de toutes les manières. Et la validation surtout. Pour ceux qui connaissent l'histoire du Cameroun et de la tripartite de 92, est-ce qu'il ne faut pas voir en cette multiplication d'actes de terreur une forme de manifestation des frustrations de ces groupes séparatistes qui, pour la plupart, ceux qui sont sur le terrain, qui pour la plupart n'ont pas pu prendre part à ces assises de Yaoundé? Vous les avez appelés comment? Les groupes séparatistes. Vous dites ça comme ça parce que vous entendez les autres dire séparatistes ou bien vous? Non, je le dis sincèrement. Sincèrement. Alors, séparatiste, ça veut dire qu'ils veulent quoi? La séparation, oui. Il n'y a donc pas de débat. Les assises du grand dialogue national n'avaient pas pour objet de dealer ou de discuter de la séparation. Là, nous sommes d'accord. Ils veulent la sécession, ils veulent l'indépendance, ce n'était pas l'objet du grand débat national. Donc, n'attendez pas que ça s'arrête. Ce sont des crimes. Ce sont des crimes. Ils sont crapuleux, ils sont prémédités, ils doivent être traités comme des crimes. La sécession, même la séparation, peuvent être revendiquées politiquement. Ça peut faire l'objet de revendications purement politiques. On n'a pas besoin, parce qu'on veut l'indépendance, de s'attaquer à des gens qui ne sont même pas impliqués dans les combats. Violant ainsi une convention de 1949 de Genève. Vous savez très bien qu'il protège les civils et toutes les personnes qui ne sont pas impliquées directement dans les combats. Ça, c'est le premier point. Nous sommes sur la voie de l'apaisement. Écoutez, monsieur. Les jalons ont été posés par le chef de l'État. Vous me perturbez, allez-y, vous m'interrompez, alors que je suis en train de donner des informations à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, qui doivent comprendre le fond du sujet. Le fond du sujet, c'est que nos amis séparatistes, ceux que vous appelez les séparatistes, sont des indépendantistes. Ils n'ont pas d'autre choix que faire ce qu'ils font là. Parce qu'ils n'ont jamais envisagé le dialogue. Souvenez-vous que la lutte armée commence quand? Lorsque M. Bo Herbet, Ayoub Tabé et les autres constatent que les Nations Unies ont fermé la porte à toutes les revendications d'inscription de ce qu'ils appellent l'Ambazonie sur la liste des territoires à décoloniser. Vous êtes quand même au courant que nous sommes en train d'achever l'année prochaine la 3e décennie de la décolonisation sous le système des Nations Unies. Vous êtes au courant? Et que tous les territoires qui sont inscrits sur la liste des territoires à décoloniser doivent l'être. C'est la résolution de 1990 qui prévoit cela. L'Amazonie n'y est pas. Donc, les Nations Unies ayant fermé la porte à toute possibilité d'indépendance sous son giron, il ne restait que la lutte armée. Donc, pour moi, je ne suis pas surpris de voir nos amis acculés faire ce qu'ils sont en train de faire. Ce sont des crimes. Parce que la guerre n'est pas conventionnelle. Monsieur Denis Atangana a parlé de cesser le feu. On fait parler de cesser le feu lorsque l'ordre d'ouvrir le feu a été donné. Avez-vous un acte qui a donné l'ordre d'ouvrir le feu? La mobilisation générale, l'ordre n'a jamais été donné d'ouvrir le feu. Et on ne peut pas demander, dans le cas d'une guerre irrégulière, c'est-à-dire le type de guerre hybride, où les gens font des actions de guérilla, des exactions de ce type, on ne donne pas un ordre de cesser le feu à une armée nationale, une armée républicaine, une armée régulière qui fait face plutôt à une sorte de guérilla. Et les techniciens appellent ce type de guerre des guerres irrégulières. Donc, n'étant pas dans un contexte de guerre conventionnelle, aucun cessez-le-feu ne peut tenir. Donc, nous sommes également dans le cadre d'une multiplication de groupes armés. Ceux qui sont venus au grand dialogue. Ils ont déposé leurs armes. Mais ceux qui pensent que le crime est la seule façon de revendiquer l'indépendance, ils peuvent continuer à poser les actes criminels. Mais je vous rappelle que dans toutes les sécessions au monde, il y a toujours un organe politique qui négocie avec un gouvernement ou avec la communauté internationale. L'organe politique qui demande de déposer les armes, c'est lequel? Quel est le responsable qui assume tous les ordres de couper les têtes, d'égorger les policiers, d'égorger les gendarmes? D'ailleurs, Pierre Nka vous a si utilement dit que les cibles ne sont pas choisies au hasard parce que précisément
Rappelez-vous ce qu'on revendique dès octobre-novembre 2016, le retrait des forces camerounaises. Vous savez ce que ça signifie? Ça signifie que les forces camerounaises et l'administration camerounaise devaient se retirer du nord-ouest et du sud-ouest, donnant libre cours à quoi? À ce que précisément recherchent les Nations Unies quand il faut décoloniser une occupation indue, une occupation illégale. On ne se retire que d'un endroit où on est en situation d'occupation. Et l'État ayant refusé, vraiment laissez-moi conclure, l'État ayant refusé de fonctionner de cette façon, parce que beaucoup de gens ne comprenaient pas de quoi il s'agissait, j'ai même entendu le mot retrait des forces camerounaises de la bouche des gens très intelligents, des personnalités morales qui ne savaient pas les répercussions au plan du droit international. Ça veut donc dire que nous sommes en situation de crime. Moi, je dis des crimes désespérés, des crimes prémédités. Vous me donnez l'opportunité d'adresser ma compassion émue aux familles des victimes. Mais les victimes ne sont pas choisies au hasard. D'ailleurs, même les civils sont des soldats du développement. Donc, quand on s'attaque au personnel de la CDC, on s'attaque à ceux qui sont là pour améliorer les conditions de vie et pour créer de la richesse et créer de la prospérité. Donc, pour nous, nous avons en face de nous des criminels, des bandits de grand chemin qui ont décidé de terroriser les populations, qui sont fatigués de ces exactions et qui sont dans les groupes qui sont incapables de formuler leurs revendications sur le plan politique. Vous avez compris. Axel Ebé, est-ce que vous établissiez ce lien entre la recrudescence des actions violentes et barbares dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et la tenue du grand dialogue national? Il y a un rapport selon vous, lequel? Oui, évidemment qu'il y a un rapport. Je pense que le rapport a d'abord été établi par le président de la République, le président national du RDPC, qui a bien dit que ce dialogue était en partie, dans sa grande partie, pour résoudre la crise dans les régions anglophones. Donc vous pensez bien qu'il y a forcément un lien entre ce qui s'est passé au Palais des Congrès et ce qui se passe aujourd'hui dans le Nord-Ouest. Maintenant, nous, au PCRN, c'est vrai que nous avons salué la tenue de ce dialogue. Nous y avons participé un peu par force, parce que... vous avez été forcé à participer? Non, on n'a pas été forcé, on a forcé notre participation. D'accord. Parce que le seul qui a été convoqué, c'est le président du PCRN, Cabral Libi. Il a été convoqué en tant que leader d'opinion, représentant d'Union Ekele. Si vous savez ce que ça veut dire, vous me dites. Alors que le PCRN n'y était pas. Donc, il avait fourni une liste de 3 noms pour avoir des accréditations, et deux seuls ont été acceptés après avoir bousculé la porte. Donc, nous avons participé à ce dialogue. Donc, c'est une participation au forceps. Exactement. D'accord. Donc, nous avons participé à ce dialogue au forceps. On a essayé de donner quelques propositions. Quelques propositions qui, certaines, ont été acceptées. En fait, ce qu'il faut reconnaître à ce dialogue national, c'est qu'il s'agissait avant tout du Cameroun. Donc, on a débattu de certaines questions. Le dialogue avait des limites, mais il y a eu quelques avancées. Je pense que parmi les résolutions, on a parlé de la binationalité. Ce serait déjà pas mal, même dans le cas d'espèce, dans le cadre de la crise anglophone, parce que le président de la République a fait une sortie pour nous annoncer qu'il y a des hommes qui sont à l'étranger, qui se revendiquent camerounais, mais qui ne le sont peut-être pas, qui veulent diviser le Cameroun. Comment on fait pour poursuivre ces gens? Monsieur Bengono parlait du droit international privé. C'est très compliqué en matière de droit international privé de poursuivre des gens qui n'ont pas votre nationalité. Parce qu'il y a deux aspects. Donc on va dans le champ du droit international public. Ok. Donc vous parlez du droit international, donc moi je vais dans le champ du droit international privé. Ok. Et il y a deux aspects. Il faut savoir qui juge. Donc qui est le juge compétent. Et pire encore, il faut savoir quel est le droit compétent. Donc je pense qu'en accordant la binationalité au Cameroun, et aux Camerounais de façon générale, il serait plus facile dans l'avenir de poursuivre ce genre de personnes. Et s'ils ne se revendiquent pas en tant que Camerounais, s'ils ne se reconnaissent pas en tant que Camerounais, comme ça a été le cas du leader Sissoko Ayou Tabé, qui avait démontré, qui avait prétexté
qu'il n'était pas camerounais et donc ne pouvait pas être jugé par les juridictions camerounaises. Non, j'entends. Ils ont le droit de se revendiquer ce qu'ils veulent comme nationalité. Encore qu'il faut le démontrer sur le papier. Je ne pense pas qu'il y ait un passeport de l'Ambazonie qui soit reconnu. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question ici. Moi, je parlais en fait des résolutions du grand dialogue national. Les résolutions, évidemment, ce grand dialogue avait énormément de limites. Énormément de limites. J'étais d'accord avec le président Denis Elmia Tangana quand il parlait de la forme de l'État. Pour nous, au PCRN, il était évident qu'il fallait parler de la forme de l'État. Enfin, je pense que la crise aujourd'hui dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est une crise autonomiste. Et le président du PCRN, Cabral Libby, l'a dit et redit sur plusieurs plateaux de télé, c'est une crise autonomiste. Du coup, la solution qu'on avait préconisée, c'était le fédéralisme communautaire, pour redonner l'autonomie à ces régions-là. Parce qu'aujourd'hui, vous dites que les résolutions sont sur, je ne sais pas qui l'a dit sur le plateau, sur la table du chef de l'État. Oui. Bon, écoutez, en fait, il n'y a qu'une seule résolution. Comme celle de 92. Comme celle de 92 par ailleurs. En fait, il n'y a que 2 résolutions qui sont sur la table du chef de l'État. Que 2. Il y a la question sur le statut spécial des régions, parce qu'il peut invoquer l'article 62 alinéa 2 de la Constitution. Oui. Et il y a le fameux article 66, parce qu'il m'a semblé avoir vu circuler sur les réseaux sociaux que ça faisait partie des résolutions, appliquer l'article 66. Donc il faudrait juste sortir un décret d'application. Pour tout le reste, il s'agit du Cameroun, donc il s'agit de l'Assemblée nationale. En somme, les résolutions sont sur la table de nos députés. C'est là-bas que ça doit se jouer, et pas ailleurs. Voilà. Quel cas, l'une des commission à ce grand dialogue national était consacrée à la question de la reconstruction des zones touchées par la crise, la relance économique également. Est-ce que cette recrudescence d'actes barbares, finalement, ne vient pas plomber un tant soit peu ce projet? Absolument. Tout ce qui se passe, le lien, on ne peut pas, j'apprécie ce qu'il dit, on ne peut pas dissocier la situation du Nord-Ouest du grand dialogue. Oui. Et je veux finir par où l'a commencé la forme de l'État avant de revenir un peu sur la reconstruction. Il parle de forme de l'État autonomisée qui entraîne un peu une décentralisation communautaire. Or, un fédéralisme communautaire. Un fédéralisme communautaire. Oui. Comme on appelle ça fédéralisme ou décentralisation, quoi, c'est donner le pouvoir aux citoyens à partir du local de définir. Or, la forme d'organisation du grand dialogue montre que la difficulté du pouvoir de Yaoundé à se réformer. Le grand dialogue a été organisé à Yaoundé par des institutions de Yaoundé. Pour la plupart, on a convoqué Cabral Libby pour l'Union Ekele. Tout le monde sait que Cabral Libby, c'est Yaoundé. Il vit dans l'Ofundi. Il est originaire de cette partie. Dans d'autres pays, moi je prends un peu ce cas. La France, nous, c'est un peu de cas d'école. Pour le grand débat qui a eu lieu à la suite des Gilets jaunes, la France a réussi à toucher presque toutes les parties de son territoire et près d'1,5 million Français ont participé à ce débat. Ici au Cameroun, on a réuni des gens dans une salle en 4 jours. On a tenu les choses. Ce qui n'est Vous estimez que les participants n'avaient pas assez de légitimité? Les participants n'avaient pas de légitimité pour porter les aspirations des populations. Oui. Même si c'est dans des zones en conflit. Et c'est là qui me fait aboutir au volet reconstruction. Lorsque vous voyez la reconstruction, c'est la communication qu'il y a autour aujourd'hui est importante. Parce qu'on est à la fois en termes d'intelligence économique, mais aussi une sorte de stratégie de guerre. Vous voyez à quel moment on va réattaquer la CDC. On va réattaquer la CDC au moment où la PHP, la compagnie française, est plus ou moins sur la filière banane. On se dit, la filière banane est en difficulté. Comment relancer? Ils étaient sur le terrain. Juste après, on attaque le volet EVA, qui plus ou moins n'était pas jusque-là fortement touché dans les populations. Moi, j'étais à Chico, j'ai vu un peu l'environnement dans lequel ces gens travaillent, c'est un peu compliqué. Oui. La reconstruction, pour moi, ne rassure pas aussi. Ça ne rassure pas, pourquoi? Parce que lorsque vous voyez le plan d'aménagement du territoire au Cameroun, il y a des soucis.
Je vous prends un cas. Est-ce que vous savez qu'actuellement, on nous a retrocédé Bakassi? Est-ce que vous savez qu'actuellement, du côté de la rive du Nigeria, on va construire un port en eau profonde, le plus grand port d'Afrique, 20 mètres de tirant d'eau, côté nigérien. Vous savez ce que le Cameroun fait? Depuis, on a lancé un plan de développement de la péninsule de Bakassi. On a donné un petit budget de 4, et poussières de milliards. Mobiliser ça est difficile. Chez nous, on est encore dans l'incantation du développement. Là où il faut aller agresser les réalités. Et tout ce que vous voyez au Cameroun, et je le dis, aucune théorie de résolution des conflits ne peut le nier. C'est la frustration qui est à l'origine des conflits. Et pour que ça s'arrête, il faut que les parties prenantes. Parce que vous avez beau me dire, moi j'ai un frère, un beau-frère qui est dans cette région, qui est policier. Lorsque je vois celui qu'on a coupé là, je me dis, peut-être il faut que je prie doublement. Mais pour prier doublement, il faut que le plan d'aménagement du territoire soit un peu fort. Lorsque M. Bongono parle du retrait de l'armée, qu'il a entendu de la bouche de certaines personnes, moi je le dis clair et net. Cette affaire n'a pas commencé par les armes. Le problème du Cameroun aussi aujourd'hui, c'est le récit national. Le récit national, c'est ça qui va nous positionner, tant au niveau national qu'au niveau international, lorsqu'on aura une culture véritablement stratégique pour notre développement. Oui. L'affaire n'a pas commencé par le crépitement des armes. On était dans la négation. Aujourd'hui, les faits sont têtus. Et en termes d'évaluation, si on évalue, il y a des gens dans le système, je le dis et je pèse mes mots parce que chaque jour les gens tombent, les vies sont brisées. Lorsque vous voyez un commissaire, un officier de police, un gardien de prison mort, c'est toute une famille. On connaît nos familles africaines. C'est toute une famille, 20, 30 personnes qui est totalement paralysée. Les 30 personnes sont totalement paralysées parce qu'ils attendaient le revenu de celui-là. Donc, au sein du sérail, au sein du gouvernement, moi j'aurais attendu cela du président de la République lorsqu'il a annoncé le grand dialogue. Le grand dialogue, il a dit le 10 septembre, en repositionnant son premier ministre. Beaucoup de gens ont fondé des espoirs en ce premier ministre, plus ou moins 9 au devant de la scène. Il a été plusieurs fois ministre, mais il est resté à l'écart. Je ne chute pas là. Sauf qu'au sein de son gouvernement, les choses n'ont pas bougé. Il y a les forces centrifuges et centripètes en interne. Et souvenez-vous, lorsqu'il dit que l'affaire est sur l'eau, est devant le Parlement. Oui. Le Parlement, les événements ont lieu en octobre. Chaque novembre, depuis 3 ans, il y a une assemblée. Il y a un parlement qui convoque. Ils ne visent rien. Pourquoi ne pas convoquer une vraie session, peut-être même extraordinaire? Si moi, on avait demandé mon avis, par les réseaux sociaux, parce que je pense que lorsqu'on est directeur de rédaction du quotidien de l'économie, qui est le premier journal économique au Cameroun et en Afrique centrale, nos comptes. On pouvait organiser ce grand dialogue, même sur 2 mois, en convoquant le Parlement au même moment. Merci. Ce qui est pris en Kolniada, on remonte une fois au Parlement, on voit si on peut légiférer une fois. Merci. Ce problème de légiférer. Merci, Denis Tangana. Merci, Pierre-K. Denis Tangana, avec vous, j'aimerais qu'on évoque la question de la forme de l'État. Axel Ebé a semblé dire tout à l'heure que l'adoption le retour au fédéralisme. Non, je n'ai pas parlé de retour au fédéralisme. Je ne propose absolument pas le retour au fédéralisme. Vous parlez d'un fédéralisme, vous parlez néanmoins du fédéralisme communautaire. Oui, mais ce n'est pas le fédéralisme au sens juridique du terme. D'accord. Le fédéralisme, c'est pas un dogme. Non, c'est pas la même chose. Est-ce qu'un retour au fédéralisme aurait pu calmer un tant soit peu les tensions? Je vois ici l'utilisation du vocable fédéralisme. Le gros problème n'est même pas le retour au fédéralisme. Oui. Il fallait d'abord poser la question de la forme de l'État sur la table. Faire une évaluation, un bilan de l'État unitaire décentralisé. Cet État a été adopté quand? Lorsqu'il y avait une crise. Est-ce que ça aurait empêché les violences sur le terrain? C'est ça la question ce soir. Le vrai problème, et là où je ne suis pas d'accord avec M. Bongono, c'est le fait qu'il soit un peu extrémiste, radical. Lorsqu'on étudie bien ce problème de fond en comble, on se rend compte que ceux qui parlent du séparatisme, ceux qui parlent de l'ambazonie sont dans la surenchère politique.
Ils sont dans la surenchère politique. À défaut de leur donner ce qu'ils veulent. Mais Il n'y croit pas son goût. Non. L'État de l'Amazonie n'est pas viable. Ce n'est pas un projet qui peut réussir sur plusieurs plans. Pour réussir ce genre de projet, il faut d'abord avoir soit le soutien d'un État voisin, avoir le soutien sur le plan international, et avoir aussi des gros moyens, des grosses entreprises qui peuvent vous soutenir. Mais dans le cas actuel, les leaders de l'Amazonie n'ont pas ces ressources-là. Donc, c'est un projet mort-né. Mais ils ont raison quand même de poser le problème de la forme de l'État, parce que nous, au niveau du FDC, nous sommes conscients que la forme de l'État actuel est un handicap pour ce pays. La forme de l'État actuel ne profite qu'à une poignée de personnes. Parce que l'une des raisons pour lesquelles les uns et les autres sont hostiles à une véritable décentralisation et encore même ennemis du fédéralisme, c'est justement parce que le nœud du problème, c'est sur la gestion du budget. Alors, les partisans de ceux qui disent l'État est un indivisible, c'est bien beau, mais dans le fond, ils veulent dire que le budget demeure un indivisible, que c'est à Yaoundé que tout doit se décider, où les gens peuvent venir acheter les nominations. Une fois arrivés dans les localités où ils sont affectés, ils peuvent faire du n'importe quoi. Or, dans une logique fédéraliste, ce sont les populations qui vont gérer leurs affaires. Nous n'aurons plus besoin d'avoir des procureurs qui sont nommés à Yaoundé, d'avoir des gens qui sont nommés partout, et sur le terrain, ils viennent faire le concret des aspirations des populations. Donc, il faut vraiment revoir le modèle de Est-ce que le statut particulier qu'on devrait ou pourrait accorder à ces deux régions ne va pas permettre de résoudre ce problème? Ça ne résout aucun problème. Parce que premièrement, dans ce statut particulier, on aura toujours des gouverneurs qui sont nommés et qui viendront toujours orienter, décider au nom des populations, au nom du peuple, au nom des élus du peuple. Ce qui, de mon point de vue, ne sera pas consistant. Alors, de deux, lorsqu'on dit, quand je veux dire que le Cameroun n'invente pas la roue, quand on dit qu'on fait un dialogue national, ça veut dire qu'au sorti de ce dialogue national, il y a quand même des résolutions qui se prennent. Par exemple, tous qui sont conscients qu'il y a eu une tripartite en 92 et que les conclusions de cette tripartite ont été soigneusement rangées dans les tiroirs, devaient savoir qu'en sortant de ce dialogue national, il fallait nécessairement une commission mixte de suivi des recommandations de ces assises. De deux, il fallait impérativement une commission vérité, réconciliation et reconstruction. Alors, lorsque vous partez, vous dites que les propositions sont sur la table du président et que nous savons que sur le président Biya, en tant que après 37 ans au pouvoir, le Cameroun a la triste réputation de ne respecter ni ses propres lois, sa constitution et encore moins les traités et conventions qu'elle ratifie sur le plan international. Alors, dans ce contexte-là, vous dites aux Camerounais que c'est déposé sur la table du président, alors que la constitution qu'il a taillée sur mesure, qui était le concret des résolutions de la tripartite, il ne l'a même pas appliqué lui-même. Article 66, il ne l'a pas mis en œuvre. On parle encore, parlant toujours de la décentralisation, on parle des lois d'orientation sur la décentralisation, des règles applicables communes et aux régions. Si ces lois-là avaient été mises en œuvre, mais on ne serait pas au stade où nous sommes. Donc moi, excusez-moi de ne pas avoir, et pour avoir confiance aux choses de Yaoundé en ce moment, il faut soit être de mauvaise foi ou bien être naïf. Parce que je vous assure, la forme de l'État actuel ne nous permet pas d'aller quelque part. Merci. Angélbert et Somba Bengonor, 69% des anglophones réclament la séparation. Tixit, le cardinal Christian Tomic a d'ailleurs indiqué que la fédération serait une meilleure option. Finalement, est-ce que l'adoption du terme fédéralisme, je parle de l'adoption au-delà de ce qu'on met à l'intérieur, n'aurait pas suffi à calmer un tant soit peu les ardeurs sur le terrain? Vous êtes un journaliste sérieux. Oui. La prochaine fois, vous allez citer des chiffres, citer ceux d'un institut reconnu pour faire ce travail. Oui. Donc, je ne suis pas sûr que le cardinal Toumi soit indiqué. Ce sont ces chiffres. Bon, ok. Moi, je ne les prends donc pas. Donc, vous les prenez. Vous avez le droit. Donc, vous avez le droit. Je ne parle donc pas de ces titres. Si vous m'aviez parlé de l'INS, l'Institut national de la statistique, je me serais peut-être... Ça fait longtemps que l'INS ne travaille pas. Et donc... non, l'INS sort ses chiffres, le travail, sauf si vous n'êtes pas bien informé. Non, mais ma question allez faire un tour là-bas, vous je vous en prie. Écoutez, laissez-moi vous dire que vous avez lu la Constitution fédérale de 1961. Dites-nous.
moi, je vous pose la question si vous l'avez lu. Parce que si vous l'aviez lu, Oui. vous comprendriez que si c'est le retour à 1961, alors là, vraiment, c'est du pipeau. Lisez l'article 38. Oui. Les compétences fédérales sont aux articles 5, 6 et 7. Et on vous dit que tout ce qui ne relève pas de la compétence fédérale est de la compétence des États fédérés. Et au demeurant, lorsque l'État fédéral s'est saisi d'une question, l'État fédéré, même si c'était dans son champ de compétences, ne traite plus de cette question-là. Pire, sur le plan financier, de 2004 à aujourd'hui, les lois de 2004 ont transféré plus de ressources aux collectivités que l'État fédéral ne l'a fait de 1961 à 1972. Donc il faut savoir de quoi on parle. Vraiment, ça c'est documenté, ça c'est des choses qui peuvent être démontrées et prouvées. Ça c'est pour le fédéralisme. Pour moi, je n'en fais pas une formule fétiche. Oui. Vous comprenez? C'est une question de contenu, comme a dit quelqu'un. Je continue en disant que, contrairement à ce que j'entends beaucoup dire, le statut des collectivités territoriales décentralisées, c'est l'article 55 de la Constitution. L'article 62, alinéa 2 que tout le monde cite, parle du régime, c'est-à-dire de l'organisation et du fonctionnement. Donc, si on parle d'un régime spécial, je peux comprendre, son fondement, c'est l'article 62. Mais s'il s'agit d'un statut spécial, c'est bien l'article 55. Le deuxième point, c'est j'ai entendu des choses. Quelqu'un nous a dit que la France devrait nous servir D'exemple. Oui, sur ce plan. d'exemple. Je vous renvoie donc à la comparaison, puisque vous êtes dans un journal économique sérieux. Comparez les lois Gaston Defferre de 1982 sur la décentralisation avec celle de 2004 au Cameroun. Vous verrez que nous sommes allés plus loin que la France. Le problème, c'est l'application. Oui, ce qu'il dit. Ça vous fait rire parce que vous ne savez pas. Mais oui, mais évidemment. Au Cameroun, on a un problème Non, mais là, vous d'exemple. basez tout le temps sur les textes, mais la pratique. Monsieur- Allez sur le terrain de temps en Monsieur temps. B. Je vous en prie. Je ne vous ai pas interrompu. Jusque-là, On on m'a était- interrompu une fois, mais Je vous en prie, Axel. Jusque-là, on était assez courtois. Laissez-moi développer. Ça vous amuse, mais allez faire la comparaison. Non, c'est vous qui je m'amusez, parle. hein, c'est pas- Non, c'est pas ça ok, qui m'amuse. vous voyez, je vous amuse. Oui. Ok, bon, ok, ça Par va. vos propos. Les textes sont bons. Je vous dis Oui, donc, mais il y a jamais de allez, débat sur ça. allez comparer les lois Gaston Defferre de 82 avec les lois 2004. Vous allez voir que, en ce qui concerne la France, Oui. ils ont donné beaucoup moins de ressources que nous l'avons fait. Je suis d'accord qu'il y a, sur les 61 compétences à transférer, il y en a 41 qui ne sont pas encore transférées. Il faut les transférer. Oui. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Donc pour moi, ce n'est pas tellement une histoire de forme de l'État en termes de fétichisation d'une forme cardinale, bien coupée et tout. C'est ce qu'on met dans ce qu'on transfère qui est important. Il y a des modèles au monde qui sont assez intéressants. En termes d'organisation et de fonctionnement, moi j'ai pensé que dans le régime spécial dont on parle, plus que certains, ce sont ceux qui ont avancé cette proposition, ont insisté sur le modèle canadien. Parlant du Québec, vous savez très bien qu'au Québec, la primauté est donnée par exemple à la langue française. Oui. Voilà. Donc, pourquoi ne pas, d'inspiration culturelle anglo-saxonne, ces deux régions pourraient avoir la primauté de la langue anglaise dans un certain nombre de domaines, dans les compétences qui leur sont transférées. Ce sont des idées. Mais moi, je ne fais pas une fixation sur un modèle bien précis. Quelqu'un nous dit fédéralisme communautaire, comme si c'était une formule magique qu'on va poser et puis qui va permettre aux uns aux autres de... Donc, non, moi, de toutes les façons, c'est un débat, comme c'est un parti politique. Oui. Il serait plus intéressant qu'il élabore ça dans le cadre de son programme et soumette au peuple camerounais qui va décider, parce que c'est lui finalement le peuple souverain qui, le moment venu, va se prononcer sur la forme de l'État. Donc, je suis un peu gêné lorsque quelqu'un me traite d'extrémiste et de radical. Je pense que c'est très mal me connaître. Je suis même très libéral, monsieur Denis Atangana. Je vous dis seulement que moi, je ne suis pas naïf, et vous-même vous l'avez dit. Moi, je ne suis pas naïf. Je sais que même la forme fédérale que vous avez proposée, si vous aviez été au débat, ne satisferait pas les demandes de sécessionnistes, parce que pour eux, ce n'est pas une posture, comme vous dites, ce n'est pas une surenchère. Ils veulent la sécession. C'est pour cela qu'il faut lire les documents qui fondent leurs revendications. Les documents qui ont été transmis aux Nations Unies s'appuient sur quoi? Sur la résolution 1608 du 21 avril 1961. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils demandent là-dedans? Relisez le document qu'ils envoient au secrétaire général des Nations Unies. La restauration, ils demandent la restauration. Non, même pas la restauration. Ils disent qu'ils remettent en cause
le référendum de 61. Pour eux, c'est un référendum qui n'aurait pas dû avoir lieu parce que, sur la base de la mise en cause de ce référendum, il faut reconfigurer le dossier et reconstituer le dossier de l'indépendance du nord-ouest et du sud-ouest, mais aussi de l'autre partie du territoire qui est allé au Nigeria. Donc voilà la revendication. Et ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est écrit, c'est documenté. Et je rappelle que 2016, ce n'est qu'un pic de la crise. C'est un problème que le Cameroun porte depuis 1958, c'est-à-dire depuis la table ronde de 58. Quand on entre même dans la fédération en 61, le 1er octobre, on a déjà une revendication. C'est pour ça que pratiquement chaque année, dans ces régions-là, entre octobre et novembre, tout le monde savait qu'il y avait des sécessionnistes. À l'époque, ça s'appelait le Southern Cameroon National Congress. Voilà. Et le congrès de 93, le congrès des anglophones de 93, il conclut par quoi? Il conclut par la revendication fédérale. Non, soyons sérieux. Donc moi je dis, ce n'est pas une posture pour solliciter une place à un débat. Ces gens n'ont jamais envisagé le débat. Il s'agissait de conquérir ces espaces par la lutte armée. C'est pour cela que vous vous souvenez, la dernière fois où vous m'avez reçu ici, je vous ai parlé de clarification. Clarification des élites, clarification des populations. Parce que, à tout le moins... qui ne joue pas franc jeu. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'à un moment donné, vous voyez qu'un certain nombre d'exactions reviennent au goût du jour au moment où, précisément, en vertu du préambule de la Constitution, un certain nombre de groupes s'organisent pour faire face aux séparatistes et aux exactions. Ça, ce n'est pas un fait du hasard. Donc, moi, je dis, cher ami Atangana, le budget n'est pas divisible à l'infini. Si pour vous, le fédéralisme ou alors l'autonomie, c'est couper le budget du Cameroun en autant de morceaux pour transférer les mêmes avatars et les mêmes difficultés, les mêmes contraintes, les mêmes mauvaises pratiques aujourd'hui, alors allez-y, tant mieux pour vous, mettez ça dans votre programme et on verra si ça marche. Moi je dis ceci. Pour terminer. La forme de l'État n'aurait apporté aucune réponse aux revendications des sécessionnistes parce que la seule forme de l'État qu'ils veulent, c'est celle qui préconise et qui met en place 2 États indépendants. Voilà. Ça, c'est clair. Ils ne veulent ni le fédéralisme communautaire, ni le retour à la Constitution 61, ni la décentralisation, ni l'État unitaire. Ils ne veulent rien, ils veulent l'indépendance. Et voilà la problématique. À partir de ce moment-là, ce n'est pas au hasard, et je conclue peut-être par là, c'est pour ça que si vous remarquez très bien la liste de ceux qu'ils interpellent, pour venir, selon eux, organiser des négociations avec l'État du Cameroun, c'est bien un certain nombre, la Suisse, qui est reconnue pour sa neutralité et qui héberge un certain nombre d'institutions spécialisées dans les négociations neutres. Ce n'est pas au hasard, c'est parce que précisément, il s'agit d'attraire l'État du Cameroun sur une table où il aura à discuter, non pas du nord et du sud-ouest, mais de l'indépendance de l'Ambazonie. Et je vous assure que aucune revendication ne justifie les crimes. Tous les autres territoires du Cameroun, ont les mêmes difficultés d'autonomie, d'accès à un peu plus de démocratie locale, d'accès au développement local. Mais personne n'a jamais pris les armes pour égorger un policier ou un gendarme. Merci. Axel Lébé, sur la forme de l'État, votre avis, la question du fédéralisme aurait-il pu taire un certain nombre d'ardeurs alors, pas le fédéralisme tel qu'on l'a connu en 61, entre 61 et 72. Nous, on parle bien de fédéralisme communautaire. Parce que le fédéralisme communautaire, notre démarche est très simple. Il faut un redécoupage du Cameroun. Parce que le découpage actuel, il est basé sur quoi? Il est basé sur un principe colonial de l'époque, un partage de terres entre nos colons de l'époque, et ensuite sur un principe politique, purement politique. Oui. Donc on préconise un redécoupage des régions. Parce qu'aujourd'hui, il y a des régions qui sont séparées, il y a des peuples qui sont séparés sous prétexte que l'un est d'une région. Quand vous mettez les Bakwere au sud-ouest, est-ce que vous pensez qu'ils sont si différents que ça des peuples du littoral? Donc, pour prendre l'exemple d'une région, ce serait une région qui partirait, qui prendrait, on va dire, les 3/4 du sud-ouest,
une partie du littoral et qui descendrait jusqu'à l'océan. Ce sont plus ou moins les mêmes peuples. Mais est-ce que ça suffirait à taire les ardeurs? C'est ça Mais le problème. calmez-vous, j'en viens. Allez-y. Il faut savoir que aujourd'hui, qui se plaint? On nous dit que c'est le nord-ouest et le sud-ouest. Vous avez déjà été dans le sud-ouest? Oui. Parce que le sud-ouest aujourd'hui, beaucoup dans ce sud-ouest. Moi, je n'ai pas les mêmes statistiques que le cardinal Christian Toumou. Et je me permets de rejeter aussi ces statistiques. De 69%, Beaucoup dans le sud-ouest ne sont pas d'accord avec les camarades du nord-ouest. C'est donc qu'il y a une différence fondamentale entre les revendications. C'est pour ça qu'on insiste encore dessus. La crise au nord-ouest et au sud-ouest, c'est une crise autonomiste. C'est uniquement ça. Aujourd'hui, et je suis absolument d'accord avec M. Bengono sur la fin de son propos, aujourd'hui il y a quelques truands qui profitent malheureusement de l'état de faiblesse que d'ailleurs son parti a créé dans certaines régions pour glisser des revendications fantaisistes. Bon, je pense qu'à un moment ils doivent se heurter à la rigueur de l'État pour citer justement son parti, mais le vrai problème aujourd'hui, c'est l'autonomie qu'on donne aux régions. Donc, le fédéralisme communautaire, il y a le redécoupage et il y a le fonctionnement. Oui. Parce que M. Bengono me disait que je crois que une vingtaine de compétences aujourd'hui ont été transférées aux collectivités territoriales. Ça, c'est sur le papier. Il en reste 41. Non, mais monsieur, ça, c'est sur le papier. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Quand vous me dites aujourd'hui, parmi les compétences qui ont été transférées, il y a par exemple l'embauche des maires. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'un maire arrive à embaucher très facilement dans sa mairie? Il y a une certaine catégorie où l'embauche a demandé l'autorisation. C'est pas le sujet. Non, mais vous ne pouvez pas. C'est ma spécialité, monsieur. C'est ma spécialité. Mais vous pouvez être spécialiste de quelque chose en théorie, mais allez voir la pratique. Ne dites donc pas que c'est facile pour les maires. Pour votre mission, aujourd'hui, je suis rentré dans des rizières. J'ai passé une semaine. Très bien, je sillonne au Cameroun pour ça. C'est bien, vous voyagez, je vous félicite. Je vous félicite. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui... C'est ma spécialité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en a parlé au Grand Dialogue National. On a parlé de supprimer certains postes. Je peux vous dire, c'est pas ce que je peux terminer ou pas? Tu n'as pas voulu qu'on s'étende là-dessus. Ok, en fait, vous ne voulez pas que je termine aujourd'hui. Terminez. Vous voulez me contredire, mais vous ne savez même pas quel est mon propos. Faites une démarche intellectuelle complète. Écoutez-moi et ensuite contredisez-moi. Je vous écoute. Merci beaucoup, vous êtes très gentil. Donc, je disais qu'au Grand Dialogue National, beaucoup de personnes, dont certaines personnes du RDPC, ont parlé de la suppression de certains postes. Je crois que finalement, on a retenu que les postes de délégués du gouvernement. Donc, c'est pas la suppression, c'est que désormais, ils seront élus. Vous voyez que vous ne connaissez pas l'élection, suppression, si vous voulez. Mais c'est dommage. Ok, bon. Allez-y. Cabral aurait dû vous le dire. Ok, de la suppression du principe de nommer les délégués. Mais on voulait aller plus loin. Il fallait supprimer les sous-préfets. Parce que si vous êtes dans la pratique aussi, mais vous verrez que les sous-préfets viennent parasiter le travail des maires sur le terrain. Mon frère. Là aussi, je mens. Vraiment. Là aussi, je ne sais pas. Là aussi, je ne sais pas. Monsieur Bengolo, je vous en prie. Donc, c'est une déception. Vous ne voulez pas... Du parti de Cabral, je vous en prie. Permettez. Vous me décevez. Je vous en prie. Comment est-ce que vous pouvez... Non, moi je vais l'appeler après l'émission. De vous recycler un peu. J'aurais aimé débattre déjà avec Cabral sur ce sujet. J'aurais jamais envisagé de supprimer les sous-préfets. Écoutez, vous tombez mal, parce que c'est même moi qui ai rédigé les propositions. Bien sûr, avec Cabral Libi, c'est moi qui t'appelle le texte, c'est les propositions qu'on a déposées. Terminez votre propos, je vous en prie. Si vous voulez, je vous les transfère. Terminez votre propos. Moi aussi, j'aurais aimé appeler le président de son parti, mais bon, vu qu'il est quasiment injoignable, ça va être compliqué. D'accord. Bon, où est-ce que j'en étais? Parce qu'il m'a tellement je peux vous couper. Vous étiez sur le transfert des compétences qui, selon vous, n'est pas une réalité sur le terrain. N'est pas une réalité, parce que c'est un peu facile de se lever aujourd'hui et de nous dire que... ok. Allez-y, c'est vraiment pénible. Poursuivez, oui. C'est vraiment pénible. Allez-y. C'est un peu facile aujourd'hui de se lever et de prétendre que le transfert des compétences est une réalité. Oui. Parce que même les maires du RDPC se plaignent. Vous étiez en Gaoundéré, n'allez pas aussi loin. Vous pouvez aller à Yaoundé 4. Vous allez voir les gens se plaindre. Et la mairie de Yaoundé 4, c'est votre parti. Oui. Allez-y. Si vous voulez, on part après l'émission et ensuite vous pouvez appeler Cabral Libi. D'accord, merci. Bon. Élection. Je dis ceci. C'est pas l'opinion. On peut placer. Il faut instruire ce qui nous regarde.
je dis, le fait qu'on ne sache pas une chose n'est pas mauvais en soi. n'est pas mauvais en soi, mais il faut avoir l'humilité de dire, je n'ai pas assez d'informations. Il y a 61 compétences qui devaient être transférées. On n'en a transféré que 20, il reste 41 à transférer. Les modalités de transfert des compétences ont été accompagnées par 2 modalités de transfert de ressources. Le transfert des fiscalités et le transfert et les dotations. Et même parfois les 2 modalités. Le problème, c'est quoi, mon cher? Ça a été transféré, mais quand vous regardez les états financiers de CTD, l'argent va où? L'argent va ailleurs que dans le développement local. Mais en fait, vous me donnez raison, c'est que sur la pratique, donc il y a un problème. Mais je ne comprends pas. Dit que ce n'est même pas transféré. Je vous dis c'est malhonnête. J'ai été d'accord avec une vingtaine de compétences. Monsieur, je vous informe. Quand je parle déjà comme ça, informez-moi. Je veux même être informé. Informez-moi. Je vous dis que des communes comme celle de Yaoundé et Douala ont passé 2,5 milliards de comptes administratifs. Or, quand vous regardez la structure de leurs dépenses, vous voyez que ça n'a rien à voir avec le développement local, des compétences qui ont été transférées. C'est ce que je suis en train de dire. Vous vous dites que ce n'est même pas fait. Moi, je vous dis que c'est mon travail. Tous les 3 mois, je dois rendre compte là-dessus. Et je vous dis donc que ce qui doit être fait, et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec vous sur le découpage. Si vous permettez que je vous dise 2 mots là-dessus. Quand vous regardez le développement du foyer de tension dans le sud-ouest, par exemple, c'est le BLM. Nos amis de l'UBLM se plaignent de quoi? Ce qu'on a interrogé, et que moi j'ai écouté attentivement, ce sont des gens au sud-ouest qu'on traite d'originaires de l'ouest. Vérifiez, vous allez voir que ce que je vous dis là est vrai. Et quand ils reviennent du côté de Tchang et de l'ouest, on leur dit qu'ils sont des anglophones du sud-ouest. Donc, il y a ce type de communauté. En revanche, je suis d'accord avec vous sur le fait que les 2 régions ne s'accordent pas sur un certain type de revendication. Notamment, le sud-ouest se plaint de ce que le nord-ouest a un comportement colonial en ce qui concerne la région du sud-ouest. C'est pour ça que vous avez vu, par exemple, chaque fois qu'on attaque la CDC, remarquez très bien, c'est par rapport à l'organisation. Mais vous savez, je vous ai écouté, mais je ne vois toujours pas encore vous m'avez compris. Je vous en prie. Non, je vous vous avez dit que les choses ne sont pas transférées, que c'est resté sur du papier. Moi, je vous dis que c'est fait, mais c'est les mauvaises pratiques qui font qu'il n'y ait pas de développement local. Donc voilà. Donc vous êtes d'accord qu'il y a un problème de pratique. Je vous ai parlé d'un problème de pratique. Vous me dites, mais oui, je vous ai dit que la théorie fonctionne. Excusez-moi. Revenons sur le terrain avec vous, Pierre. Quelle devrait être l'attitude des pouvoirs publics aujourd'hui face à cette situation? Est-ce qu'il faut militariser la zone pour faire revenir l'ordre afin d'implémenter les différentes mesures qui avaient été adoptées au cours de ce grand dialogue national? Vous savez, les nouvelles formes de conflit aujourd'hui ne se gèrent pas nécessairement par les armes. Au départ, ce qu'on a vécu dans le nord-ouest avait peut-être appris des ramifications. Ce qui a commencé s'est métamorphosé. C'était d'abord un ver de terre avant de devenir le serpent aujourd'hui. Qu'avons-nous fait quand il était dans la phase de ver de terre? On a commencé par la violence. En réalité, cette violence au sein de nos groupes, dictée par des forces politiques, je le dis, dessus, parce que le policier ou le militaire ou le gars du BI qui est sur le terrain n'est pas là de son propre chef. La guerre est faite par les civils. Les militaires ne sont que là pour exécuter. Est-ce que la stratégie des ambazoniens, comme vous les appelez, et comme ils s'appellent, n'est pas aujourd'hui de dissuader la coupe? Vous voyez la tête. Pendant qu'il y a la tête qui circule à Bamenda, il y a les images de nos forces de l'ordre qui présentent l'horreur d'avoir décapité ou bien détruit une base arrière des sécessionnistes. Cette guerre dimanche, moi, je ne peux pas avoir affaire à un fou. Je suis le fou. L'État doit raison garder. L'État doit rester dans des logiques. Parce que regardez bien comment ça fonctionne. Au même moment que tout ça se passe sur le terrain, l'Union européenne vous appelle et vous dit: vous devez organiser un autre dialogue inclusif. Tout le monde appelle à un autre dialogue. Cette fois, on ajoute inclusif. Ça veut dire que le premier, plus ou moins, n'a pas été ouvert à
Tout le monde. Avec moins de pauses café. Voilà. Et là, ça pose un problème. C'est quand même l'Union européenne un acteur de poids même pour la reconstruction. Oui. La filière banane. Si la filière banane camerounaise vit des ACP, c'est grâce au fonds de l'Union européenne parce que l'Union européenne veut contrôler le process de production de la banane que ses citoyens mangent. Nous, ce qu'on bénéficie seulement, c'est les quelques emplois. La banane produite, elle va à l'étranger, elle peut nous apporter quelques devises, mais qui ont un effet peut-être sporadique dans le désordre qui se crée par la suite. C'est pourquoi, de manière générale, il faut revoir la forme de notre commandement. Oui. La forme de notre commandement peut-être transparaît dans ce que le représentant du parti PCRN essaie un peu d'explorer. Parce que les chefs de terre, les sous-préfets, les préfets sont habitués à une force plus ou moins militaire. Or, le développement aujourd'hui, et c'est un ancien gouverneur qui l'a dit pour parlant des événements de Saint-Mélima, je suis d'accord avec lui, on ne commande plus, on ne dirige plus une zone de compétence aujourd'hui avec sa casquette sur la tête. Il faut l'enlever et déposer. Ça revient aussi au fameux débat tout à l'heure sur est-ce qu'il faut supprimer les sous-préfets. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est quoi? C'est que lorsqu'on était en train d'arrêter les nouvelles lois sur la décentralisation en 2004, je vous assure, ceux qui sont au ministère de la décentralisation aujourd'hui peuvent fouiller. Il y avait une nouvelle charte pour la déconcentration qui concerne les sous-préfets, les préfets et les gouverneurs. Cette charte, on ne l'évoque pas. On ne l'évoque pas 15 ans après aujourd'hui. Quelle est la prégnance, le pouvoir de tutelle là? Il faut revoir ça. Ce pouvoir de tutelle peut avoir un impact très négatif sur le fonctionnement. Déjà, je vous prends un exemple. Pour veiller au fonctionnement d'une commune, ce n'est pas le sous-préfet. C'est le préfet. Et avec les nouvelles lois de la décentralisation, la création du nouveau ministère de la décentralisation, il se réfère au ministère. Or, actuellement, le ministère de la décentralisation a été créé en 2018. Où sont ses démembrements? On ne peut plus administrer. Il faut faire vite. Lorsque l'autre vous oppose telle stratégie de destruction, l'appareil d'État doit être au service de la satisfaction des besoins des Camerounais. Merci. Lorsqu'on aura satisfaction des besoins des Camerounais, je vous assure, cette affaire qu'on dit, je termine par là, cette affaire qu'on circoncise seulement au nord-ouest, au sud-ouest, ouvrez bien vos yeux. Ça a migré. La violence là a migré. Elle se manifeste dans nos quartiers. Elle va se manifester encore davantage. Merci. Parce que l'État ne sera pas toujours prompt à répondre au moment opportun. Merci. Denis Emilia Kangana, avec vous, cette sortie de l'Union européenne qui a suscité la controverse, demandant au président de la République d'organiser un dialogue inclusif, plus de 2 semaines seulement après la tenue des assises de Yaoundé. Selon vous, s'agit-il d'un discrédit qui est jeté sur ces assises très courues dans la capitale politique du Cameroun? Vous comprenez que je n'ai pas eu besoin de lire la réaction de l'Union européenne pour vous dire ici que ce dialogue a été un échec. Et je pense même, quelques jours avant la fin du dialogue, j'avais écrit une lettre au Premier ministre pour attirer son attention sur son incapacité à pouvoir organiser ce dialogue. Et les faits aujourd'hui nous donnent raison, parce qu'il n'a pas été à la hauteur. Et c'est une déception. Je voudrais donc dire ici que nous avons tous demandé un dialogue. On nous a offert autre chose que le dialogue national inclusif. Donc, au regard... Sur quel point, par exemple? Mais écoutez, le choix des acteurs n'était pas bon. Les mesures qu'il fallait entreprendre pour apaiser, pour décrisper le climat sociopolitique n'ont pas été faits. Oui. Le choix même, le format même avec le choix des thèmes tels que l'introduction d'un débat sur la forme de l'État n'a pas été fait. Mais on a entraîné les gens à débattre sur ce qui n'était pas urgent, sur des sujets superficiels. Mais le sujet sur lequel il fallait en débattre, c'était sur quoi? La forme de l'État. Et une fois qu'on a abordé la question de la forme de l'État, ça allait induire d'autres sujets. Par exemple, la question de la Constitution, de la dévolution des pouvoirs, du code électoral et bien d'autres. Donc on a tout fait pour nous entraîner à tourner autour du pot sans aborder la vraie question. Et dans ce sens-là, ce ne serait que normal que
des citoyens honnêtes qui aiment ce pays, au-delà de l'Union européenne, comme moi, appellent à ce qu'il y ait un nouveau dialogue national. Alors, je voudrais embrayer sur un sujet que vous avez évoqué là, sur la question des sous-préfets, la gestion des ressources. Et Dr Nka parlait aussi du Mindevel qui devrait avoir des structures. Le réel problème de ce pays, je veux vous dire, c'est l'excès de présence des structures qu'on a de l'État. Mais est-ce que vous imaginez combien de ministères nous avons dans ce pays? Et chaque ministère doit avoir une délégation d'arrondissement départemental, régional. Et pourtant, dans le cadre de la décentralisation, on peut affecter toutes ces ressources, tout ce personnel-là dans les communes, au niveau du conseil régional. Et nous n'allons plus avoir autant de délégués d'arrondissement, autant de délégués départementaux, parce qu'honnêtement, ils étouffent le budget de l'État. Chaque délégation d'arrondissement mérite d'avoir des cartons. Mais si on prend tous ces cartons, ça va aller loin. À combien nous coûte la voiture d'un sous-préfet? La voiture d'un sous-préfet seul permet de régler les questions d'eau, de forage d'eau dans un arrondissement, parce que cette voiture qui coûte cher, il y a également la question des bons de carburant. Il ne va pas aller en taxi. Alors, moi je voudrais dire que je veux bien que l'État reste présent, mais il faut qu'on, comme on prend souvent le modèle de la France, je crois quand même qu'en France, il n'y a pas de sous-préfet. En France, il n'y a pas de gouverneur. Il y a quand même la préfectorale, mais il y a quand même des préfets, mais qui n'ont pas une même mise sur les questions de développement, tel que cela s'observe. Non. Ils ont des aspects qu'ils gèrent en matière de continuité de l'État, mais ce n'est pas aussi présent comme chez nous ici. Parce que chez nous ici, la tutelle a un pouvoir d'étranglement du développement, et on sait tous que les fonctionnaires, dans ce qui fait tuer d'abord, la première des choses qui tue ce pays, ce sont les fonctionnaires. D'accord. C'est eux Donc tu veux dire qu'il y a l'administration contre l'État? Oui, il faut donc réorganiser. Il faut réorganiser. Non pas par des structures administratives, mais par des structures politiques et économiques. D'accord, merci. Oui, je voudrais dire comment est-ce que vous comprenez cette sortie de l'Union européenne avant tout? C'est sans objet. D'accord. Vraiment, c'est sans intérêt. L'Union européenne a la possibilité. Mais sur ce sujet, leur partenariat ne nous intéresse plus. Non. Ils ont Pierre Nka, vraiment, écris ça dans ton journal. Je dis ceci. L'Union européenne a les moyens d'appeler les Denis à Tangana, les Pierre Nka, les EB pour aller faire le dialogue. Non, mais quand ils construisent le barrage là, c'est avec les ressources des Camerounais, monsieur. Non, c'est les ressources des Camerounais qui remboursent. Vous n'avez pas à les santé. Bien sûr, voilà. Mais on ne peut pas oublier que ce sont les ressources des Camerounais. Ils ne font pas de la générosité. C'est pas la générosité. Non, c'est pas la générosité. Ce n'est pas la générosité, c'est d'abord l'intérêt. Donc l'Union européenne a son intérêt à dire cela. Il devrait plus s'intéresser à ce qui se passe en Espagne, hein, parce que là-bas aussi il y a des mouvements séparatistes. Je dis donc ceci, c'est l'État, Denis, qui se démembre. Il ne s'agit pas de créer des États indépendants. Et contrairement à ce que vous avez dit, si vous relisez bien le décret de 77 qui structure la tutelle des autorités administratives sur les communes, vous ne diriez pas ce que vous dites. Les actes qui sont soumis au visa du préfet ont été extrêmement réduits. Et en matière de recrutement, quand vous allez lire le tableau des emplois types des communes, vous allez voir ce qui relève de la compétence du maire et ce qui relève de la compétence du maire après le visa de l'État. Tous les recrutements des ingénieurs et des cadres sont soumis au visa. Mais le recrutement des personnels d'appui, les personnels qui doivent d'hygiène et salubrité relèvent de la pleine compétence du maire. Les maires qui se plaignent de la tutelle, ce sont les maires qui veulent rester dans les mauvaises pratiques. Je vous dis que c'est mon travail. Et aucun préfet, il y a des maires qui font bien leur travail. Ils n'ont même pas besoin du préfet. Ils ont besoin du préfet uniquement pour viser leur budget. Et la loi dit que si le préfet, au bout de 15 jours, n'a pas approuvé le budget, il devient immédiatement exécutoire. Et je connais des maires dans ce pays qui ne fonctionnent pas comme ça avec la tutelle. Les maires qui souffrent de la tutelle, ce sont ceux qui captent la tutelle pour se protéger contre les populations. Et ce sont également ces mêmes maires qui sont assis sur les recettes qui doivent permettre de faire le développement local. Et je vous attire votre attention sur le fait que
il ne faut pas rêver. Les collectivités du Cameroun aujourd'hui, comme moi je connais, n'ont pas plus de compétences que l'État. Ce qui doit être fait, c'est de transférer les compétences, les ressources. Et l'État ne peut pas ne pas avoir son droit de regard. Mais il ne doit plus avoir un droit de veto absolu sur un certain nombre de projets de développement, par exemple. On doit donc faire en sorte que les collectivités, en même temps qu'elles s'épanouissent, en termes de démocratie locale, on a dit tout à l'heure, l'élection des délégués du gouvernement, c'est une grande avancée démocratique que le délégué de Yaoundé et celui de Douala rentrent d'abord prendre un siège de conseiller municipal avant de devenir délégué du gouvernement. Donc moi je crois que sur ce plan-là, on a beaucoup avancé. S'agissant... Ça demeure des propositions et non, que le président va juger. Bien sûr, on les analyse. On les analyse et on explique à ceux qui nous regardent l'enjeu. Vous ne pouvez pas demander une chose et son contraire. Moi je crois que sur ce plan-là, il n'y a même pas, il n'y a même plus de débat. Donc moi je dis, quel que soit le nombre de postes de responsabilité des administrations que vous déconcentrez ou pas, les missions demeurent les mêmes, monsieur Denis Atangana. C'est-à-dire que les ressources que vous devez injecter, que vous ayez un sous-préfet ou pas, ce sont les mêmes ressources, ce sont les mêmes missions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous enlevez le sous-préfet et le préfet, les autorités locales que vous allez désigner comme vous voulez désigner là, auront toujours les mêmes missions à assumer. Ce sont des missions de service public. On ne peut pas s'en défaire. Donc vous allez toujours injecter le même type de ressources, le même volume de ressources dans la même direction, dans la satisfaction des besoins des populations. Merci. Je vous en prie, Denis Atangana, je vous en prie. Il y a une différence. Si vous allez le faire à plusieurs échelles. Axel Ebé, votre réaction après cette sortie de l'Union européenne et aussi des États-Unis, il faut le préciser. Je suis en partie d'accord avec monsieur Bengono sur ça. C'est sans regret. Il pourra plus appeler M. Cabal de bien. Non, il va l'appeler pour prendre sa carte au parti. Parce que je pense que finalement. En fait, je ne vois toujours pas. C'est un petit frère que je respecte et qui me respecte comme grand frère. Oui, bien sûr. On a eu de très bons rapports, il n'y a pas de problème. Oui, d'accord. Donc vous pouvez adhérer au parti alors. De votre petit frère. Bon, anyway, je parlais des recommandations de l'Union européenne. Ce sont des recommandations. Nous, on est pour un dialogue permanent. Il faut que les Camerounais se parlent tout le temps. C'est pour ça que j'ai. Donc on peut en tenir un deuxième. On peut en tenir un deuxième. On peut en tenir un tout le temps. Oui, voilà, si vous voulez. En fait, il faut qu'on se parle tout le temps. C'est pour ça qu'on a, au Parti Camerounais pour la Réconciliation nationale, on a félicité la tenue du dialogue. Parce que, pour une fois, des Camerounais, d'une étiquette d'éthique, enfin pas pour une fois, parce que c'est vrai qu'en même temps on a eu la tripartite déjà, mais du moins pour une fois de ma vie d'adulte, j'ai vu des Camerounais, parce que je suis un peu plus jeune que vous, je pense, j'ai vu des Camerounais se parler. Et c'est important que ça ait lieu constamment. Et ça va faire. Ils ne se parlent pas souvent. On ne se parlait jamais. On ne se parlait jamais. Il n'y a qu'à voir les sessions parlementaires pour voir. Mais nous parlons de laïcité. Bon, ok, d'accord. Ensuite, je voulais revenir sur ce que monsieur le docteur Bianca disait, mais finalement, je pense que je suis assez d'accord avec le président Denis Atangana sur le ministère de la décentralisation, qui pour moi, comme pour l'INS, pour faire une digression, est une coquille vide actuellement, et je pense qu'il faut juste transférer. Non, ne dites pas ça de l'INS. Merci. On n'en dira pas plus, on prend cette légère transition et on se retrouve derrière pour aborder la deuxième thématique à l'ordre du jour. Moi, j'avais d'autres problèmes. Je vous en prie. De retour sur ce plateau, après 2 prorogations des mandats des députés, les députés et les conseillers municipaux verront leur mandat expirer d'ici le 28 décembre 2019. Si l'on s'en tient à la Constitution, l'élection aura lieu 40 jours au moins ou 120 jours au plus après l'expiration du mandat, soit au plus tôt le 7 février 2020 ou au plus tard le 26 avril de la même année. Le président ayant maintenu l'option de couplage des scrutins, ils pourront donc se tenir au mois de février
très précisément le 9 février prochain. Un scrutin aux enjeux multiples, mais qui se tient dans un contexte extrêmement délicat dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. On parlait de la question de sécurité dans cette partie du Cameroun. Bianca, au vu du chronogramme électoral qui est déjà connu, comment entrevoyez-vous le déroulement du scrutin sur l'ensemble du territoire national? C'est difficile de se prononcer parce que en 2018, oui, on savait que 2018 devait être l'année des 4 élections présidentielles, sénatoriales, législatives et municipales. On a eu droit à 2 élections simplement. oui. Et là, on est un peu dos au mur. Parce que sur le plan légal, renvoyer encore l'élection, il faut vraiment que ce soit extraordinaire. Sauf que moi, en tant que citoyen, tel que je vois le bouillonnement de la vie politique, je me dis c'est un autre risque. C'est un risque parce que, quel que soit le parti, ce qu'on a un peu vu en direct lors du contentieux électoral d'octobre 2018, nous laisse croire qu'il y avait des choses qu'il fallait corriger. Oui. Les sources internes nous annonçaient peut-être que Elie Kamdeu tendait à se positionner vers une correction de ces imperfections. On n'a aucune évolution aujourd'hui, on ne sait pas trop vers quoi on tend. C'est quoi? Il faut protéger le vote du citoyen. Oui. Parce que si le vote du citoyen n'est pas protégé, c'est aussi une frustration pour lui qui peut découler sur autre chose. C'est pourquoi je pense qu'on est presque à 3 mois de cette élection, 3 ou 4 mois maximum. Le code électoral est toujours sur la table. Vous savez, le confrère Jeune Afrique annonçait que c'était l'un des dossiers au sein du CELAI qui est en débat. Il y a un camp farouchement opposé à ce que rien ne soit touché. Oui. Ça, c'est Jeune Afrique que je cite. Bien sûr. Mais je donne mon avis là-dessus. S'il y a moyen de faire quelque chose, c'est une exigence même de l'Union européenne. Je ne fais pas partie de ceux qui balaient d'un revers de la main ce que les partenaires du Cameroun disent. Vous savez pourquoi? Parce que le Cameroun aujourd'hui est partenaire de plusieurs pays. Le Cameroun aujourd'hui est... La MONUSCO veut aujourd'hui que le multilatéralisme et les nouvelles règles internationales soient appliquées. Derrière l'Union européenne, les gens font très tôt de balayer. Ils ne voient pas un pays, un exemple qui nous parle, c'est l'Allemagne. L'Allemagne porte l'Union européenne aujourd'hui. Je ne dis pas que les décisions qui sont prises au sein de cette Union européenne sont la voix de l'Allemagne, mais c'est tout comme. Pourquoi? Parce que la proximité et l'Union européenne nous demande de revoir ce code électoral. On ne le fera pas, le parti de Cabral et sans doute M. Engelbert Bongono dira, il faut balayer ça du revers. Oh, c'est le nœud. Vous savez bien que si le Cameroun a été plus ou moins sur la scène internationale ces derniers jours, il y a eu la crise anglophone qui datait de 2016, mais il y a ce qu'on appelle la suite de l'élection de 2018, d'octobre 2018, qui, jusqu'à aujourd'hui, vous voyez la haine politique, je pèse mes mots, la haine politique, dans un contexte où on croyait que le Cameroun avait tiré avantage d'un gouvernement politique pendant la colonisation, après l'indépendance, avant d'être stoppé net par Amadou Ahidjo, le retour de 90, en 90 aujourd'hui, l'année prochaine ça fera 30 ans. C'est énorme pour une démocratie qui veut encore balbutier sur les règles. Les règles là, il faut les changer parce que, ça c'est mon avis, il n'y a pas un institut de sondage véritablement au Cameroun, mais je sens dans les taxis, dans les rues, je sens les citoyens dire il faut changer les codes. Et j'ai envie de dire à ceux qui nous dirigent, écoutez pour une fois l'opinion publique. Oui. L'opinion publique est importante parce que c'est de là que naît le consensus. Du consensus, le développement peut suivre. Le développement, c'est aussi la paix. Denis Mlia Tangana, vous êtes un homme politique. Dans le contexte actuel des choses, est-ce que vous pensez que la tenue d'une élection libre et transparente pourra se tenir de manière efficace et efficiente
dans toutes les parties du Cameroun. Bon, mais vous savez, c'est difficile de penser à des élections libres et transparentes au Cameroun. Du moins tant que le régime est actuel aux affaires. Mais il faut quand même y aller. C'est pas une mauvaise Avec ces règles de droit. Je dis très bien que c'est perdu d'avance, c'est difficile de penser. La preuve, nous avons vu le dialogue national qui a été convoqué et on nous a offert notre dialogue national, mais pas celui qu'on souhaitait. Le contexte actuel, honnêtement, avec la crise anglophone, ne favorise pas une élection. Parce que c'est pas la présidentielle où on avait pratiquement une circonscription électorale unique, mais là, on se retrouve avec des circonscriptions électorales au niveau des municipales et au niveau des législatives. Donc du coup, ça va rendre difficile l'atteinte des élections au niveau du sud-ouest et du nord-ouest. Et les dernières élections présidentielles, je dis même sénatoriales, nous ont démontré comment l'armée transportait certains conseillers municipaux pour aller voter. Est-ce que dans le cadre d'une élection globale, comme les élections municipales et législatives, est-ce que l'armée pourra avoir autant de moyens pour transporter tous les citoyens qui aimeraient voter dans des hélicoptères et les entraîner dans les bureaux de vote de façon sécuritaire? Donc c'est une interrogation. Je pense que M. Bongono peut avoir plus d'éléments à nous donner sur ce point-là. L'autre aspect, par rapport à l'impossible organisation de cette élection-là, est que le code électoral actuel pose effectivement beaucoup de problèmes. Non seulement au niveau des cautions qui pèsent assez, mais également dans le système même de partage des partages des sièges. On ne peut pas comprendre comment une élection, vous pouvez aller aux élections, vous avez par exemple 41% de suffrages valablement exprimés, mais que vous vous retrouvez sans représentant dans la commune. C'est des choses qu'il faut essayer de revoir, parce que ça ne favorise pas la représentativité des différents points de vue qui s'expriment au niveau de la commune. Donc, il y a beaucoup d'éléments qu'il faut revoir sur le code électoral, et je suis de ceux qui pensent que on ne peut pas modifier le code électoral actuel sans d'abord modifier la Constitution. Parce qu'il y a par exemple des éléments tels que l'âge, la majorité électorale. Je pense que nous, au niveau de notre parti, au niveau du FDC, nous sommes pour que la majorité politique revienne à 18 ans, parce qu'on estime que à 18 ans, pouvant déjà travailler dans la fonction publique, être recruté dans l'armée, ce n'est pas cohérent qu'à 18 ans, on vous refuse le droit d'être électeur et de voter surtout ceux-là qui votent les lois qui vous rendent pénalement responsable devant la loi. L'autre aspect, c'est que il faut ramener la majorité électorale qui est aujourd'hui de 23 ans à 18 ans aussi, parce que si on peut déjà être fonctionnaire à 18 ans, cela signifie qu'on peut aussi être conseiller municipal à 18 ans ou bien député de la nation à 18 ans. Oui. Donc c'est des aspects qu'il faut voir, qu'il faut toucher au niveau de la Constitution et venir réajuster au niveau du code électoral. Voilà. Donc pour moi, s'il fallait des priorités, il faut régler la question de la crise anglophone, il faut revoir la Constitution et par ricochet revoir le code électoral. Denis Mlia Tangana, entre l'impératif de sécuriser la zone de conflit aujourd'hui, je parle du nord-ouest et du sud-ouest, et la revendication permanente des partis politiques, celle de la réforme d'un code électoral plus consensuel. Est-ce que vous pensez, quelles sont les priorités selon vous avant la tenue de cette élection? D'abord, la réforme du code électoral est une revendication à la fois politique et peut-être administrative. Ça n'a jamais fait élire un conseil municipal ou un député. Donc, l'élection, c'est lorsque vous allez que vous êtes élu ou pas élu. Oui. Donc, en réalité, les partis d'opposition estiment que... Et si M. Cabral Libi avait attendu la réforme du code électoral, il ne serait pas aujourd'hui le jeune qui est le visage de l'espoir de toute la jeunesse camerounaise en politique. Il a osé, donc il a surmonté les difficultés de ce code électoral, il est sorti
avec un rang. Il est sorti troisième. Il a vraiment surmonté le code électoral. Non, il a surmonté le code électoral. Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec le code électoral. Vous avez un message qui passe, vous avez une tête qui plaît aux électeurs, ils votent pour vous. Vous avez un programme important, ils votent pour vous. Oui. Nous avons affaire à une élection locale. Si les règles sont Je vous dis d'abord, non, ok, les règles sont faussées, il n'y a pas de problème, ne venez pas, il n'y a pas de souci. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, sur 360 communes au Cameroun, 57 sont dirigées par des magistrats municipaux de l'opposition. Aujourd'hui, au Cameroun, nous constatons, même ceux qui ont la majorité pour venir s'inscrire sur les listes électorales ne viennent pas. Parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Nous sommes dans un régime où, lorsque vous êtes majeur, vous vous inscrivez ou vous ne vous inscrivez pas. Dans d'autres pays, le basculement est automatique. Ce n'est pas le cas dans notre pays. Donc, même si vous ramenez la majorité électorale à 18 ans, si un jeune ne veut pas s'inscrire, il ne viendra pas s'inscrire. Pire, ceux qui sont inscrits aux dernières élections présidentielles, 2 573 000 abstentions. 2 573 000 personnes inscrites, détenant une carte d'élection, ne sont pas venus voter. Mais est-ce que vous comprenez au moins attendez, moi je fais la politique, vous comprenez? C'est les résultats qui sortent des urnes qui m'intéressent. Je vous dis donc, malgré la méthode. je vous dis que la manière, c'est vous, les journalistes. Moi, vraiment, Pierre, c'est un débat. Moi, je ne suis pas venu ici faire l'axiologie. Vous comprenez? Je vous dis qu'il y aura des élections. Vous avez donné des indications de calendrier qui sont importantes. Oui. Moi, je serais dans un domaine où je peux même vous dire que les financements sont bouclés. Si on écoutait l'Union européenne, ils viendraient même jusqu'à choisir les couleurs des bulletins. On a refusé ça. Au moins, le financement doit être de nos propres ressources. Oui. Donc, nous nous préparons pour les élections. Beaucoup d'autres partis se préparent aussi. Alors, avec le contexte actuel, Le contexte actuel, dans le nord-ouest et le sud-ouest, dans le nord-ouest et le sud, nous sommes dans le contexte précisément d'une élection locale. Alors, vous voulez donc que, parce qu'on ne peut pas voter à Batibo, que les gens de Mbankomo, eux, ne votent pas. C'est ce que vous voulez? Non, je ne veux rien du Non, tout. moi, je veux que vous me répondiez aussi. Non, je vous Moi, pose je une dis que question. Je vous pose une question. Je vous en prie. L'État va prendre ses responsabilités Oui. pour que les élections aient lieu là-bas. L'État a pris ses responsabilités en 2018. Il va les prendre, c'est-à-dire, il va sécuriser le vote, il va sécuriser les villes, il va sécuriser les centres de vote, on peut même les regrouper. Il va faire en sorte que le matériel électoral et les électeurs qui veulent voter, parce qu'une fois de plus, voter a beau être un devoir, mais voter reste du libre arbitre de chacun. Mais revenons dans le Donc, contexte. En général, son Babengolo. Vous voulez que je vous dise quoi? Qu'il n'y aura pas d'élection? Moi, j'avais même une question. C'est ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas ce que je voulais. Parce que vous ne proposez rien, vous dites le contexte et puis vous arrêtez là. Je vous dis que... Je voudrais qu'on comprenne. Je suis là pour qu'on comprenne. Moi, je ne sais pas pourquoi vous ne comprenez pas. Je Parce vous impose que bien rien vous du voulez tout. que je dise ce qui vous plaît. Monsieur Moi, je Bengono, vous dis... Monsieur Bengono, je vous impose Peut-être rien vous du formulez tout. mal votre question. Je veux un peu me permettre, je me substitue là et je pose une question simple. Monsieur Bengono, qu'est-ce qui gêne en réalité votre parti et à vous entendre qu'on relise un peu le code électoral et qu'on réponde un peu aux aspirations La question est même très mal posée si vous la formulez comme ça. Rien ne gêne le parti du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. au nom de Nous sommes dans un domaine Si des gens meurent, la n'importe loi... comment, des déplacements Non, ce n'est internes. pas ce que j'ai dit, monsieur Denis Atanga. Je vous en prie. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Moi, je suis sérieux quand je parle, Oui. mais vous voulez railler ça. Je ne sais pas pourquoi vous faites cela. Vous êtes un responsable politique, prenez vos responsabilités. Poursuivez, Vous êtes intervenu. poursuivez. Je vous dis que nous nous préparons pour les élections. Il y aura des élections, Malgré le contexte. malgré le contexte. Et le contexte nous permet même de réaffirmer la souveraineté du peuple. D'accord. C'est-à-dire que les consultations, en ce qui concerne par exemple les municipales, Oui. vous ne pouvez plus rien reporter. La loi est claire. Non, oui. C'est 18 mois maximum. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de débat là-dessus. On peut encore ergoter en ce qui concerne les députés. Oui. Mais pour les municipales, chaque municipalité a la responsabilité d'avoir un nouvel exécutif municipal, un nouveau conseil d'ici la fin du mois de février. C'est comme ça. Oui. Donc, les élections vont se dérouler également dans ces zones-là. Avec ou sans la participation L'État- Avec ou sans la participation des populations. Je dis même que ce n'est pas les populations qui votent.
c'est le corps électoral. D'accord. Vous comprenez? Ce n'est pas les populations, c'est le corps Oui, il y a électoral. une nuance importante, Donc, mais- la nuance est là. Donc, Je dis également que ceux qui revendiquent la sécession et l'indépendance, on a eu une occasion, éventuellement, s'ils sont inscrits, de venir capter des sièges pour entrer dans le champ de l'action politique et de la revendication politique. Moi, je sais, jusqu'au moment où vous avez ouvert cette émission, je n'ai pas l'impression qu'il n'y aura pas d'élection. Au contraire, tout se prépare pour qu'il y ait des élections et nous souhaiterions que ces élections se passent dans la plus grande sérénité, dans tous les centres de vote, de manière à ce que ceux qui veulent voter expriment librement leur choix. Merci. Maintenant, le débat sur est-ce qu'on va relire, est-ce qu'on ne doit pas relire, ça relève de la théologie, ce n'est pas encore une réalité. Alors, je parlais politique. du contexte, on évoquait tout à l'heure quelques cas de figure, notamment cette décapitation d'un officier de police qui, avant cela, on a eu celui de Florence Ayafor, gardienne de prison. Est-ce que dans cette atmosphère, vous avez l'impression, Axel Ebé, que les populations seront confiantes au moment d'aller voter et revenir et avoir la garantie qu'elles peuvent revenir sereinement chez eux pour poursuivre le cours de la vie normalement? Non. Non, bien sûr que non. Enfin, vous ne pouvez pas me dire qu'on vient de tuer 2 personnes chargées de garantir ma sécurité. Et je pense que je suis en sécurité moi-même. Donc forcément, non. Non. Mais déjà, je veux revenir avant tout sur ce que le docteur Nka disait. Le PCRN ne balaie pas d'un revers de la main les propositions de l'Union européenne. On s'octroie le droit de ne pas être d'accord dans certains cas. Pour le cas d'espèce, si il demande la relecture du code électoral, la révision du code électoral, alors vous êtes d'accord? Effectivement. Okay. Je pense que c'est un débat. Si on n'est pas d'accord, on le dit. On n'est pas des bénis oui. On ne va pas dire oui à tout ce qu'ils disent. Et ensuite, je vais revenir sur ce que M. Bengono dit. Je ne vois pas pourquoi il secoue la tête. J'ai dit quelque chose de mauvais. Non, je vais revenir sur ce qu'il dit. Quand il parle de ce que le président Cabral Libi a fait en 2018, c'est-à-dire se présenter aux élections et avoir un score honorable. Mais honorable? 6%, c'est pas honorable, oui. Enfin, dans le contexte camerounais, je pense que c'est pas mal. Hein. Oui. 6%, c'est pas honorable. C'est le poursuivre. Moi, je reconnais. Je vous en prie. D'accord. Je n'ai pas dit qu'il est président aujourd'hui, j'ai dit qu'il est honorable. Je ne crois pas qu'il allait. Bon, ok, d'accord. Je peux juste terminer ma phrase. Donc, un score que j'ai jugé honorable parce que ça représentait quand même pas mal d'électeurs, je crois plus de 300 000. Donc, je pense pas qu'on puisse dire que ce n'est pas honorable. Bon, pourquoi? Comment est-ce qu'il a fait pour en arriver là? Je peux vous dire que c'est des nuits et des nuits et des nuits sans sommeil. Parce qu'il a fallu contourner les pièges du code électoral. C'est une stratégie, c'était une stratégie travaillée par Le seul problème qui vous a donné les mots de tête, c'est l'argent. Dès qu'il y a eu l'argent, il n'y a pas eu de complications à contourner le code électoral. Et le financement des partis politiques n'est pas dans la loi. C'était la caution, c'était le seul problème. Et le financement des partis politiques n'est pas dans la loi. C'est ça le combat politique. Oui, mais il faut revoir aussi le code électoral, monsieur Bengono. Donc, c'était à 30 millions, hein, c'était même plus. D'accord, ok. Donc, je suis en train de dire qu'il a fallu exercer toutes les pirouettes du monde pour pouvoir en arriver là où il est arrivé. Et c'est très honorable parce que c'est un gros travailleur. Il a réussi à atteindre un score très faible, ok, mais honorable. Bon, en tout cas, il n'est pas président aujourd'hui. Je le dis parce que la présidentielle, on la gagne ou on la perd. Oui, mais tout à fait. C'est un score intéressant, très intéressant d'ailleurs. Vous verrez la prochaine. Que vous avez la responsabilité d'amplifier. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on essaie de faire. Travailler sur ça. Maintenant, je préfère vous dire. Permettez qu'il termine. Monsieur Bongono se positionne comme coach pour. Je vous en prie, permettez qu'il termine. Je vois déjà que
je vais repartir. Je vois déjà que je vais repartir avec un militant. D'accord, je termine là-dessus. Nous, au Parti camerounais pour la réconciliation nationale, nous sommes en train de faire les mêmes pirouettes pour préparer les élections législatives et municipales. Est-ce que vous pensez que la question de la réforme du code électoral est urgente? Je termine juste ma phrase encore. Pour vous dire, aujourd'hui, on partira dans 9 régions sur 10, pour l'instant, au moment où je parle. Et bon, si vous faites le calcul, ça veut dire qu'on ira aussi dans une des régions, au moins une des régions, voire les deux. J'ai dit 9 régions sur 10. Donc, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué, mais nous ne pouvons pas. On a un devoir citoyen de se présenter, mais il n'en demeure pas moins qu'on va continuer à travailler également pour que le code électoral soit revu. Voilà. Bon, si je réponds donc à votre question maintenant. Merci. En marge de ce double scrutin, il y a la mise en place des régions à travers l'organisation d'une élection régionale qui pourra intervenir à tout moment, peut-être avant ou après les municipales et les législatives. Quel est l'enjeu selon vous de ce scrutin nouveau? Non, mais, il faudrait d'abord organiser les élections municipales avant de procéder à l'élection des conseillers régionaux. Oui. Je pense qu'après quand même avoir prorogé le mandat des conseillers actuels à plusieurs reprises, il ne serait pas légitime de laisser la possibilité à des gens dont le mandat est déjà caduc, qui ne tirent plus que la légitimité que du décret présidentiel. Donc il me semble que ce n'est pas le président de la République qui vote lui seul. Oui. C'est vrai que dans leur parti, il est souvent celui qui choisit tous les élus. Le candidat naturel. Tous les élus. Mais là, ce n'est pas lui seul qui est appelé à voter les conseillers régionaux. Donc du coup, il serait de bon ton qu'on procède d'abord à l'organisation des élections locales pour avoir un corps électoral. Parce qu'il faut le dire, ce sont les conseillers municipaux qui votent les conseillers régionaux. Et pas que. Et pas que. Et les chefs traditionnels. D'accord. Les chefs traditionnels du premier degré. Merci, bon, en ce qui concerne le FDC, nous nous préparons depuis. Ce n'est pas la première fois que moi, par exemple, j'irai aux élections, mais nous nous préparons pour prendre part à ces élections-là, même comme le contexte n'est pas bon. Merci. Pierre K, un dernier mot sur ce scrutin nouveau, les enjeux et les attentes aussi. Les enjeux, moi, ce serait un peu véritablement une nouveauté si on arrivait à avoir de nouveaux des présidents de région. Et là, toute la question demeure au niveau de la cohabitation entre le gouverneur nommé oui, elle est importante. Tant qu'il n'y a pas de loi, c'est pourquoi je parle de la charte de la déconcentration qui existe au MINAT, qui existe. Je ne parle pas des choses que je n'ai jamais vues ou que j'ai jamais suivies. Voilà, donc il faut revoir tout cela de telle sorte que la transition, parce que c'est une mutation, pour que la réforme soit plus aisée. Merci. Angèle-Bert et Sombabeng, on a reçu la même question. Une réaction très rapidement. Il n'y a pas de président de région. Il y a un président du conseil régional. Oui, voilà. Okay, donc, président du conseil régional. Je dis également que l'article 3 de la Constitution fait obligation aux partis politiques de concourir au suffrage. À la limite, même au Cameroun, si un parti reste un certain temps sans se présenter à une élection, il doit être dissous. Parce que c'est une obligation constitutionnelle de participer aux élections. Donc moi je dis que l'élection régionale sera certainement différée pour d'autres raisons. Parce que quand vous avez parlé du deuxième collège, qui est le collège de l'autorité traditionnelle, lorsque vous regardez ce collège-là, il ne nous permet pas d'atteindre les objectifs que nous voulons atteindre en ce qui concerne la représentation des femmes, par exemple. En plus des raisons qui ont été données ici, c'est-à-dire c'est un scrutin indirect, donc le premier collège est composé des conseillers municipaux. C'est pour cela que il est plus certain qu'on ait une élection à double détente, c'est-à-dire les municipales et les législatives, puis un peu plus tard une élection des conseillers régionaux. Merci. Accélérez votre dernier mot sur cette question des élections régionales au Cameroun, une grande première. En fait, j'espère, comme le président Denis Mia Tangana l'a dit, que les élections régionales seront bel et bien après ok, donc je vous fais confiance. Et bon, je vous annonce juste que, comme je vous l'ai dit, le PCRN ira dans le maximum
de communes possibles et briguera le maximum de sièges possibles à l'Assemblée nationale. Voilà. Merci à vous, chers messieurs, d'avoir bien voulu participer à cet échange républicain. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis 21h sur cette antenne. Merci à toute la grande équipe technique mobilisée pour la réalisation de ce programme. Je vous donne rendez-vous mardi prochain lorsqu'il sera 21h. Bonsoir. C'est diffusé à quelle heure? 21h.